Bonjour Monsieur Chevrier, donc aujourd'hui vous allez nous parler des essais nucléaires réalisés dans le monde depuis le mois de juillet 1945. Oui. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Hélène. Donc effectivement on va consacrer cette vidéo sur les essais nucléaires et on va pouvoir apporter quelques précisions. Notamment, si vous voulez, c'est encore une présentation des médias qui présentent tous les essais qui sont faits depuis 1945, depuis le premier essai qui a été fait dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, comme des essais, alors qu'en réalité, ce sont de véritables explosions nucléaires. Ce ne sont pas du tout des essais comme on pourrait, si vous voulez, comme la plupart des gens imaginent, on fait un essai de moteur, on le fait tourner, et puis on voit, on fait des réglages, tout ça. Non, ce sont de vraies explosions. Et donc, pourquoi ça les arrange, les hommes politiques, et puis ensuite les journalistes continuent à faire ce discours? Parce que ça fait partie, si vous voulez, de la propagande, de la force de dissuasion. Et donc, la force de dissuasion que la France possède, en fait, leur permet de dire ça n'est pas nécessaire de protéger la population civile, c'est pas nécessaire de construire des abris, puisque nous avons une force de dissuasion et donc personne ne peut nous attaquer. Donc tout ça, c'est de la blague, mais si vous voulez, parce que bien entendu, la plupart des autres pays, eux, ont fait l'effort de protéger leur population civile depuis les années 60, les Suisses, les Suédois, les Israéliens, les Russes, etc. Enfin, même les Chinois ont des abris en quantité sous les immeubles partout. Et nous n'avons rien fait. C'est-à-dire que le gouvernement français n'a rien fait parce que toujours en disant c'est pas nécessaire puisque de toute façon on ne peut plus nous attaquer maintenant que nous avons l'arme nucléaire. Voilà. Donc là, l'autre slogan qui est utilisé pour conforter ce raisonnement, c'est de dire c'est inutile de faire des abris puisque de toute façon ce sera la fin du monde. Donc, s'il y a une guerre nucléaire, c'est fini. On a de quoi faire sauter, non pas 2 fois, mais 10 fois la planète. Voilà le discours qui est complètement en dehors des réalités. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui parce que, si vous voulez, le nombre d'explosions nucléaires qui ont été réalisées depuis 1945, c'est quelque chose d'assez important. Je voudrais vous demander, à votre avis, quel est le nombre d'explosions nucléaires qui ont été pratiquées par les pays qui détiennent plus ou moins l'arme atomique? C'est une très bonne question. Moi, je dirais environ, je pense 1000 ou 1500. Enfin, je dirais dans ces... Oui, alors vous êtes effectivement, vous n'êtes pas très loin de la vérité, ce qui est rare parce que la plupart des gens pensent que c'est une centaine ou 250 et c'est. Bon, eh bien, oui, il y a eu un très grand nombre d'essais réels et il y a eu officiellement 2146 explosions nucléaires à la surface de la Terre depuis 1945. Et alors, là, on va essayer de mettre les choses un petit peu dans leur perspective. J'ai dit, il y a quelque temps, j'étais invité, vous savez, par Afrique Média, et j'ai expliqué que la guerre nucléaire qui risque d'éclater entre la Russie et les États-Unis, et plutôt les forces de l'OTAN, puisque là on sera concerné, c'est une guerre qui durera moins d'1 heure. Et là, les gens, vous savez, ne comprennent pas. Mais, comme je l'ai précisé, cela aura demandé des mois de préparation. Pour tout programmer, pour fabriquer, bien sûr, des années pour fabriquer le matériel, etc. Moins d'1 heure entre le départ du premier missile et l'explosion de la dernière tête nucléaire. Et donc, en réalité, dans cette guerre qu'on nous prépare, qui se prépare en ce moment, parce que les Russes travaillent 24 heures sur 24 pour fabriquer des missiles Kinjal, pour fabriquer des missiles Sarmat, et donc chaque missile a déjà son objectif, et tant qu'ils n'auront pas atteint le nombre de missiles qu'il leur faut pour détruire
toutes les bases militaires, puisque c'est principalement ça qu'il vise. Et il faut quand même se rappeler que les États-Unis ont installé dans le monde 830 bases militaires. C'est quelque chose qu'aucun pays n'a atteint ce sommet. C'est 830 bases militaires. Vous en avez en Allemagne, en Roumanie, en Pologne, en Lituanie, partout dans le monde. Dans l'océan Pacifique, il y a des zones où aucun avion civil ne peut s'approcher des îles où ils ont des installations secrètes. Vous voyez, on a parlé d'un avion qui a disparu, eh bien on est arrivé à la conclusion que cet avion s'était approché de ces îles-là, il a été descendu par un missile. Ça, c'est à peu près certain. Donc là, on est sur quelque chose. En réalité, la guerre nucléaire qui sont en train de préparer, il y aura peut-être 800, 900 missiles de tirés. Vous voyez, c'est pas... Les Russes avaient comme objectif de fabriquer 50 Sarmat. Là, ils sont sur la fabrication en série des missiles Kinjal. Donc les missiles Kinjal est vraiment destiné à la destruction de cibles militaires, alors que le Sarmat est plutôt sur des gros objectifs, sur des villes ou des choses comme ça. Eh bien, probablement, la quantité, si vous voulez, de radioactivité qu'il y aura dans l'atmosphère sera probablement moins importante que si on additionne tout ce qui a été fait depuis 1945. Oui, alors je vais vous faire voir les chiffres. Alors là, nous allons rentrer un peu dans le détail. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les essais nucléaires, c'est une présentation mensongère qu'il faut en fait nommer. Et explosion nucléaire en conditions réelles, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors depuis le mois de juillet 1945, il y a eu officiellement 2161 explosions réelles, dont 543 explosions dans l'atmosphère. Les autres, ce sont des explosions qui sont pratiquées dans des puits, creusent des puits ou quelquefois des tunnels dans la montagne. Et évidemment, ça fait beaucoup, il y a beaucoup moins, il n'y a aucune, en principe, quand ça se déroule bien, il n'y a pas de retombées radioactives puisque ça reste à l'intérieur de la Terre. D'ailleurs, à ce sujet, c'est tout à fait étonnant le comportement des écologistes qui protestent, vous savez, sur les centrales nucléaires pour fabriquer l'électricité parce que les déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? Or, en réalité, les déchets, ce sont des résidus d'uranium qui sont enrichis à 6%, qui sont donc très peu radioactifs, qui sont vidés de leur substance principale puisqu'ils ont été utilisés pendant plusieurs mois, plusieurs années pour faire de la chaleur, et que l'on enterre dans des conditions de sécurité très importantes à des centaines de mètres sous terre. Donc ça ne risque plus rien. Et bien de ça, il manifeste, il s'oppose à tout ça. Alors que quand on fait des essais souterrains, là, on creuse un puits et on fait exploser une bombe dont l'uranium, lui, est enrichi à 92%. Il y a une quantité, bien sûr, de matériel, même dans un puits ou même dans une grotte, qui est hautement radioactif et qui va rester là pendant des milliers d'années. Vous voyez, donc ça fait voir un peu la bêtise des gens qui vont sur des trucs pour protester sur des choses qui sont complètement en dehors des réalités d'une analyse intelligente, objective. Donc, on regarde les 2161 explosions réelles. En réalité, il y a eu plus que 2400. Les États-Unis, comme toujours, arrivent largement en tête avec officiellement 1125 explosions, l'Union soviétique pas très loin derrière, et puis en troisième position, la France avec 210 explosions. Là, si vous voulez, il y a une explication. Vous savez que je suis le seul qui a expliqué, parce que je n'étais pas le seul à savoir que la France a construit la centrale de Dimona en Israël
pour qu'Israël fabrique la bombe, puisqu'il y a eu cet accord. Israël apportait la technologie de la bombe nucléaire qu'ils avaient obtenue par tous ceux qui travaillaient à Los Alamos. Et le projet Manhattan, avec Oppenheimer bien sûr en tête, qui était israélite et qui avait de bonnes relations avec Ben Gourion. Et donc ils ont apporté le savoir-faire et en échange, la France construisait cette centrale nucléaire pour fabriquer l'électricité, mais surtout pour fabriquer, enrichir l'uranium dans les 6 étages qu'il y avait en dessous. Ça, je l'ai expliqué dans le livre, tout en détail, avec tout un tas de preuves à l'appui, avec le témoignage de Shimon Peres, etc. Mais ça, je ne suis pas le seul à le savoir. Il y a eu Pierre Péan qui a écrit un livre dessus. Il y a eu d'autres personnes qui en ont parlé et qui étaient un petit peu gênées, qui ne voulaient pas trop en parler, mais enfin qui le savaient. Mais ce que personne n'a jamais dit, c'est que c'est allé plus loin que la construction de Dimona, puisque officiellement Israël refusait de reconnaître qu'elle possédait l'arme atomique, et dans les accords, probablement qu'il y avait que tous les essais seraient faits par la France. Et là, ça explique, si vous voulez, la France a réalisé 210 officiellement, ils ne peuvent pas le cacher, 210 essais nucléaires, alors que le Royaume-Uni, parce que la France possède 290 têtes nucléaires, le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, a fait 45 essais. Elle possède également 290 têtes nucléaires. Ils ont à peu près la même puissance en nombre de têtes et en puissance. Et Israël, 360. Mais nous, on a fait nos essais. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été un peu foirés d'ailleurs. Et donc, on a fait tous les essais pour Israël. Là, vous avez la preuve, parce que ça, c'était pas difficile de comprendre, que dans la mesure où Israël ne faisait aucun essai, il y avait quelqu'un d'autre qui les faisait pour elle. Hein. Donc voilà, c'est la France qui l'a fait. Alors après, il y a eu officiellement 6 essais en Corée du Nord, etc. Donc on arrive, si vous voulez... Alors, dans une autre vidéo, on parlera un peu plus en détail des essais américains, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc, après la première explosion qu'ils ont faite à Trinité, dans le désert du Nouveau-Mexique, ils avaient fabriqué une bombe, et toujours, c'est très curieux, vous verrez que aussi bien les Américains que les Français, ils ont une espèce d'humour un peu particulier pour qualifier les choses qui concernent les explosions nucléaires ou les bombes nucléaires. Ils ont toujours des trucs un peu rigolos, vous voyez. Là, ils ont appelé la bombe Gadget. Gadget, en fait, de Gadget, c'était une bombe qui était beaucoup plus puissante que celle de Hiroshima, vous voyez, 21 kilotonnes. Alors pour imaginer, les gens se rendent compte de ce que c'est qu'une puissance de 21 kilotonnes, eh bien c'est l'équivalent de 1000 semi-remorques, vous voyez, de 21 tonnes d'explosifs de TNT. Vous prenez des semi-remorques, vous savez, comme on les voit, où on charge 24 tonnes dedans, 20 tonnes, eh bien vous mettez 1000 semi-remorques les uns à côté des autres, et ça vous donne la puissance de cette bombe-là, la première qu'ils ont fait péter. Alors ils ont construit une petite tour très légère en métal, qui faisait 32 mètres de haut. Ils ont monté la bombe à ce niveau-là, et puis ensuite ils se sont retirés pour faire l'explosion. Mais ce qu'il faut savoir, et là c'est important, ça démontre un peu la tournure d'esprit des Américains, c'est que dans un rayon de 250 km, il y avait plusieurs centaines de familles qui vivaient, il y avait plusieurs milliers de personnes qui vivaient, et donc plusieurs centaines à moins de 30 km de là, à 20 km de là, de l'explosion, il y avait des villages, il y avait des gens qui vivaient là. Eh bien, aucun civil n'a été prévenu de l'explosion. Ils ont fait exploser ça en plein milieu de la journée. Et puis, bien sûr, comme c'était à 32 mètres de haut, il y a eu un nuage phénoménal de poussière radioactive qui sont montées. Et aucune personne n'a été informée aux alentours. Et donc, bien sûr, il y a eu des quantités de cancers après tout ça. Et donc, ensuite, après avoir fait exploser
On a d'ailleurs des images où vous avez Oppenheimer avec le général qui s'occupait de ce projet Manhattan, qui sont allés sur place 2 semaines après, à côté de la tour. Évidemment, il n'y avait plus de tour, il n'y avait plus rien, c'était une espèce de trou. Et là, ils sont allés pour faire des mesures, discuter, ils ont été pris en photo, comme faire voir que, bon, ben, vous voyez, on peut revivre normalement. Oui. Mais bien entendu, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le niveau de radioactivité avait été divisé par 1000 en l'espace de 15 jours. Ils ne sont pas allés le lendemain, ça c'est clair. Donc, après les explosions de Nagasaki et Hiroshima, les Américains ont pratiqué, alors qu'on savait comment ça fonctionnait, on avait toutes les données, tous les éléments. Ils ont quand même pratiqué à 93 explosions en atmosphérique, sans compter les centaines qu'ils ont fait ailleurs. Et on en reparlera dans le détail, parce qu'il y a eu des choses qui sont vraiment énormes. Ils ont détruit un paradis dans les îles Marshall, les îles Bikini, qui ont été complètement... Vous vous rendez compte, ils ont fait une explosion, c'est complètement irresponsable, à 7 mètres de hauteur, sur une île qui est à côté, dans les îles Marshall, qui a creusé un cratère de 2 km de diamètre, 70 mètres de profondeur, et toute cette quantité de sable de terre, l'île était détruite, est partie dans l'atmosphère, et on rentrera dans le détail pour vous dire les conséquences de ce nuage qui est parti, parce que le vent, au même moment, a changé de direction. Voilà. Donc là, on va aller sur... l'explication pour que certaines personnes comprennent un peu mieux. L'explosion d'une bombe atomique, c'est quelque chose de très différent d'une explosion conventionnelle. Une explosion conventionnelle, c'est boum, vous voyez, c'est une fraction de seconde, vous avez une poussée phénoménale, une montée en température, mais c'est instantané. En ce qui concerne l'explosion atomique, c'est une réaction en chaîne dont la durée de l'explosion est relative à la puissance. C'est-à-dire qu'une puissance de 20 kilotonnes, à peu près celle de Hiroshima, puisque c'était 16 kilotonnes, et 24 à Nagasaki, elle a une durée de 1,5 secondes, ce qui est déjà long, vous voyez, c'est presque 2 secondes. Une puissance de 1 mégatonne, c'est 10 secondes. C'est-à-dire que pendant 10 secondes, vous avez la réaction en chaîne qui se produit et une bombe nucléaire, si elle est en altitude, elle forme ce champignon. Si elle est au sol, elle creuse le sol. Donc pendant 10 secondes, c'est l'équivalent de plus d'1 million de pelleteuses qui creusent, vous voyez, et qui envoient tout, qui propulsent tout vers le haut avec une température de plus de 5000 degrés et toutes ces poussières qui vont devenir radioactives montent à plusieurs kilomètres d'altitude. Et alors une puissance de 10 mégatonnes dure 30 secondes. Tout ça, ça a été mesuré, ce n'est pas des calculs, vous voyez, ça a été mesuré. Donc, pendant tout le temps de l'explosion, ce que je viens de vous expliquer, vous avez la puissance qui creuse. Donc, on l'a dit dans la première vidéo, on a fait voir des dessins, une explosion d'une puissance de 1 mégatonne creuse un cratère de 300 mètres de diamètre, 60 à 90 mètres de profondeur quand elle est explosée au niveau du sol. Vous voyez ? Et donc c'est toute cette quantité de matériaux qui va former un nuage radioactif dont c'est ça le but des vidéos que nous faisons, c'est de dire aux personnes, même si vous êtes à 100 km, vous serez non pas contaminé, mais carrément, vous subirez le rayonnement gamma et vous risquez d'en mourir, alors qu'il vous est facile de vous protéger de ces retombées. Vous voyez, s'il est difficile, quasiment impossible de se protéger d'une explosion instantanée, on peut très facilement, quand on a 1 heure ou 5 heures devant soi, se protéger pour éviter d'être rayonné. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Et alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, dans la réalité. Donc, les explosions pratiquées par la France.
210 explosions. La date, la première, se fait en Algérie. On l'a expliqué ça. Comme je vous l'ai dit, ils ont un certain sens de l'humour. Ils ont dénommé la première bombe gerboise bleue, la deuxième gerboise blanche, la troisième gerboise rouge. Vous voyez, là, vous avez les 3 couleurs du drapeau français. Non, mais vous avez un petit peu le niveau de truc. Hein. Et alors ensuite, eh ben, pour faire feu d'artifice, ils ont fait la gerboise verte. Vous voyez, voilà. Alors tout ça, ben, ça s'est fait dans le désert du Sahara, au sud de l'Algérie. Et c'est là où on va se rendre compte que le terme essai, c'est vraiment se foutre du monde, parce que Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, mais la première explosion pratiquée à titre d'essai, comme ils le disent, d'une bombe, c'est 70 kilotonnes, c'est-à-dire presque 5 fois, enfin plus de 4 fois la puissance de Hiroshima. Là, c'est pareil. Il y a quelque temps, il y a eu un reportage sur la 5 qui était intéressant, les gens peuvent le regarder, sur les conséquences, parce que vous savez, à l'époque, dans les années 60-62, on était dans la guerre d'Algérie et il y avait beaucoup d'appelés qui allaient en Algérie. Et là, quand ils ont fait les essais, ben, ils ont pris des appelés pour les mettre autour, pour voir quelles étaient les réactions, tout ça. Et donc, il y a une équipe de journalistes qui ont enquêté pour voir les gens qui ont été contaminés, qui ont été... Et là encore, on se rend compte que même 50 ans après, eh bien, ni les journalistes, ni les spécialistes n'ont compris comment ça fonctionne. Vous voyez, on est dans l'ignorance. Parce que tous restent, les militaires, les journalistes et ceux qui devraient savoir, restent dans le sujet de la contamination. C'est-à-dire que les poussières, ben, il ne faut pas les garder sur soi, il ne faut pas les respirer. Oui, bon, ça, on est d'accord. Mais ce qu'ils oublient complètement, c'est que les gens subissent un rayonnement qui provient effectivement des poussières, mais toutes les poussières qui sont au sol, et là, c'est une quantité qui prennent énorme, et ce rayonnement traverse leur corps et provoque des cancers selon la dose, soit la mort rapidement, soit des cancers qui se déclarent quelques mois ou quelques années plus tard. Et donc, ils ont fait cette enquête et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de veuves qui avaient des gens, et donc évidemment tout ça c'est camouflé, l'armée refuse de dire qu'elle est responsable, enfin, c'est un truc à voir. Donc là, on est dans les essais donc qui se passent d'abord en Algérie, vous voyez, tout ça, donc tant qu'on est présent et que le contrat est respecté entre l'Algérie et la France, eh bien il y a des explosions, d'abord en atmosphère, puis après en souterrain. Là, sur cette explosion qu'il y a eu en souterrain, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé dans une montagne et puis ils ont placé une première charge. Ça a été mal calculé. Ils avaient invité le ministre des Armées, Pierre Messmer, avec tout un tas de personnages importants. On sait qu'ils devaient se rendre après une réunion en Italie, je crois que c'était. Et donc ils étaient tous arrivés, pratiquement installés avec des fauteuils pour voir la montagne, comment elle allait réagir. Et puis en réalité, ça s'est pas. Ils avaient placé des caméras, ils avaient placé des gens, tout ça autour. Et l'explosion a fissuré la montagne. Et à ce moment-là, donc ils avaient mal calculé leur coût, la puissance était beaucoup plus importante, elle était de 10 kilotonnes. Alors je ne me rappelle plus si c'est celle-ci ou la deuxième quand il était présent Messmer, mais ce qui est sûr, c'est que la montagne s'est fissurée et que tout un tas de poussière a été propulsé à une vitesse phénoménale, puisque là vous avez une pression, si vous voulez, de plusieurs centaines de kilos au centimètre carré, et donc pouf, c'est parti. Et quand les gens qui étaient à 1 kilomètre de la montagne ont vu arriver ce nuage, ben, tout le monde s'est carapaté pour monter dans les voitures. Il n'y avait pas de clé sur les voitures. Des fois, ils étaient à 7-8 dans une voiture pour se sauver. Panique à bord. Et donc, ça, c'est raconté dans le truc dans l'émission de la 5, là. Et bien entendu, les gens ont... Toutes ces poussières dégageaient une radioactivité phénoménale. Et les appelés qui étaient là comme des couillons, ils se sont fait rayonner. Vous voyez ? Et alors...
on voit, le truc, c'est là où on voit le niveau d'ignorance. On passe, les gars, le soir avec le compteur Gégère, ça rayonne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la douche. 1 douche, 2 douches, 3 douches, 4 douches. D'accord, 4e douche, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de radioactivité. Mais les rayonnements qui les ont traversés, oui. Ça c'est trop tard, c'est fini. Donc ça, ils ne le savent pas. Mais quelques mois plus tard, les gars, eux, vont le sentir. Parce qu'il y en a qui ne pourront plus avoir d'enfants, il y en a qui vont avoir des problèmes, et puis perte de cheveux, tout ça. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Et alors, donc, on a continué à faire des essais. Et là, vous pouvez voir que ça n'est pas des essais comme on les présente, parce que des essais, on pourrait les faire avec 0,5 kilotonnes, vous voyez ? Non, non, on va à 40 kilotonnes, 52 kilotonnes, 127 kilotonnes. Et puis ensuite, on passe dans les îles du Pacifique, où là, évidemment, il y a de l'espace, on peut un peu faire ce qu'on veut, donc ils vont à Mururoa, et là, ils font carrément des essais en atmosphère, il n'y a pas de raison de creuser. Et donc on va sur des puissances très importantes, 70 kilotonnes, 130 kilotonnes. À chaque fois, vous avez des noms qui sont assez drôles. Vous voyez, quand il passe, par exemple, avec des puissances extrêmement importantes, eh bien, on va donner le nom de Castor, après Pollux. Vous voyez, et puis ensuite, on passe carrément à des explosions de bombes H en atmosphère. Alors, l'explosion en atmosphère, si vous voulez, il y a 2 cas de figure. Si elle est au-dessus de l'océan à une altitude suffisante, bah, la partie radioactive n'est composée que de la masse de la bombe. Il peut y avoir 3 tonnes, 4 tonnes, c'est tous illimité. Si on fait l'essai à 10 mètres du sol ou 15 mètres, alors là, il va y avoir une grande quantité. Et donc, vous avez donc, moi je n'ai mis sur ce tableau que les 15 premiers essais, il y a eu tous les autres après, et vous voyez qu'il ne s'agit pas du tout d'essais, 2600 kilotonnes. 1200 kilotonnes, et il y en a d'autres que je n'ai pas marquées, qui sont vraiment très très importantes. Donc voilà un petit peu comment on nous manipule, on nous raconte qu'on fait des essais, en réalité ce sont des vraies explosions. Et si on additionne, là il faudrait revenir sur le tableau précédent, toutes les puissances qui ont été testées par les États-Unis, par l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique a testé la plus grosse explosion qu'il y a eu jusqu'à présent, mais eux l'ont fait dans des conditions acceptables, parce qu'ils ont fait exploser cette bombe au nord de la Sibérie, en très haute altitude. Et donc, au départ, les politiques voulaient faire une bombe pour faire peur à tout le monde, de 100 mégatonnes, les savants ont dit commençons par 50 mégatonnes parce que c'est déjà quelque chose d'énorme. Et ça a été quelque chose d'énorme. Récemment, la Russie a déclassifié les documents qui ont permis de filmer toute cette explosion. Et on voit donc, ils nous font voir tout le film, la préparation de la bombe, le transport de la bombe, sa mise dans l'avion. Ensuite, elle est larguée depuis l'avion et elle explose, je pense, à 4000 mètres d'altitude, enfin une très haute altitude. Et là, c'est quelque chose d'énorme. Et à cette altitude-là, on va voir que l'eau de la mer est aspirée. Vous voyez ? Et ça monte à plus de 100 km dans la stratosphère. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme, 50 mégatonnes. Donc, voilà pour cette présentation donc, des essais. Pourquoi on nous parle d'essais, comme je vous l'ai dit, pour minimiser, pour dire, voilà. En réalité, le point important, c'est que, oui, il peut y avoir une guerre nucléaire, et oui, ce ne sera pas la fin du monde. Vous voyez ? Mais en nous disant ce sera la fin du monde, donc ça ne peut pas arriver, et bien comme ça,
pas la peine d'investir dans la protection de la population civile, puisque ça n'arrivera pas. Voilà un peu la conclusion que je voulais faire sur cette vidéo. Monsieur Chevrier, encore une fois, merci d'avoir eu le courage de dénoncer des informations qui ont été cachées sous silence encore pendant des années. Et encore une fois, on revient sur le sujet par rapport au rayonnement gamma, etc., où toutes ces données nous montrent que, encore une fois, la France n'est pas du tout concernée par la protection de la population civile. Donc vous en faites état dans votre livre, dont la prochaine guerre sera nucléaire, et je pense que toutes ces informations peuvent à la fois mettre en lumière des choses qui, voilà, effectivement, nous ont été cachées pendant des années, et que les gens puissent prendre conscience qu'il y a des solutions aujourd'hui en cas de guerre nucléaire en termes de protection de la population civile. Et ça, vous en avez parlé dans des épisodes précédents et notamment sur votre livre, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose que vous insistiez sur ce sujet-là et d'arrêter de faire croire aux gens que ça peut être effectivement la fin du monde et que tout le monde va mourir, alors qu'il y a forcément des solutions. Voilà. Oui, et il faut effectivement tordre le cou à ce slogan de fin du monde ou à cette idée complètement surréaliste qu'on aurait une ligne Maginot qui empêcherait la Russie de nous attaquer. Comme je l'ai dit, surtout, ce qui est important, ce qu'il faudrait que les gens qui nous regardent comprennent que actuellement, dans le conflit en cours, où manifestement les Russes se préparent à une guerre nucléaire, parce qu'il ne faut pas se cacher, les Russes ont compris qu'il n'y a rien à faire avec les Américains. Les Américains montent l'escalier marche après marche, et c'est l'escalade. Et donc, ce que font les Russes, c'est ça qui est important de bien comprendre, c'est que depuis le départ, ils gagnent du temps, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'eux ont l'intention de gagner la guerre. Vous voyez, ils n'ont pas l'intention de faire la guerre pour faire la guerre, ils ont l'intention de la gagner. Et il faudrait bien que les gens comprennent qu'en aucun cas, la Russie ne peut perdre la guerre en Ukraine, en aucun cas. Parce que si elle était en difficulté sur le plan des armements conventionnels, eh bien là, elle utilisera immédiatement son arsenal nucléaire qui est énorme et qui est beaucoup plus important que celui des Américains. Alors, là, bien sûr, on est sous la propagande de LCI, de BFM TV, de la 5, de la 7, de tous ces médias qui appartiennent à des groupes financiers et dont le but est uniquement de nous vendre la mondialisation, les bienfaits de la démocratie, une démocratie, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, qui est complètement bidouillée parce que, si vous voulez, le résultat des élections, c'est le résultat d'une campagne de presse. Une campagne de presse sur la radio, une campagne de presse sur les magazines, etc. Donc, dès le départ, on vous fait la promotion de Macron avec la première sur tous les magazines et invité vers toutes les chaînes. On vous fait passer le message de sa compétence, tout ça, alors qu'il est complètement incohérent. Il vous dit dans la même phrase une chose et puis son contraire la phrase d'après, ou dans la même phrase. Donc voilà un petit peu. Mais il a été choisi par le lobby financier, et donc automatiquement c'est lui qui sera élu avec toutes ses équipes, etc. Donc là maintenant, on s'approche de cette échéance, parce que les Russes, depuis le départ, essayent de ralentir leur truc. Ils pourraient mettre 3 fois, 4 fois plus de matériel et d'hommes en Ukraine. Non, ils mettent le minimum pour tenir les positions qu'ils maintiennent depuis 1 an. Et pendant ce temps-là, les usines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand ils seront prêts, eh bien, ils vont à ce moment-là accélérer un petit peu le mouvement en Ukraine. Et si les Américains montent la marche supplémentaire, eh bien là, ce sera, à mon avis, la fin des États-Unis, physiquement.
Et donc, il y aura forcément beaucoup de morts en Russie, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Parce qu'eux sont prêts, les abris sont prêts. Et bien entendu, on peut s'imaginer que l'alerte à la population civile sera donnée 30 ou 40 minutes avant. Et ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Je vous expliquerai, à mon sens, comment les choses vont se faire. Et ça nous permettra de savoir qu'on est sur le point, on saura quelques jours avant que ça éclate, qu'il y a le risque que ça éclate. Vous voyez, ça ne sera pas une surprise totale pour ceux qui savent observer. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et puis rendez-vous lors d'un prochain épisode pour d'autres informations importantes et intéressantes. Merci beaucoup, Monsieur Chevrier. Au revoir. Merci, Hélène.